en médecine d'origine africaine. Il y a bien, effectivement, la porte d'entrée que lui a évoquée, qui est la porte d'entrée pour tout le monde, numerus clausus, etc., mais bien avant, il y a la question d'équivalence. Et là, il faut être clair là-dessus, la question d'équivalence, c'est une protection du marché du travail, mais surtout, c'est une protection du marché du travail sur base raciale et xénophobe. Donc ça, c'est le problème. Donc nous, on a essayé, par exemple, d'agir là-dessus avec notre mouvement de jeunes Comac, où il y a eu tout un mouvement à l'ULB, justement, en février, j'en ai parlé un petit peu au début du débat, je développe un petit peu maintenant, en février, il y a eu tout un mouvement parce que l'ULB a décidé de faire payer les étudiants hors UE, donc une somme de 200 € simplement pour tenter d'accepter d'être inscrits. Mais ça ne se base sur aucune notion objective, ça ne se base pas sur l'idée qu'ils sont moins formés, ça ne se base pas sur l'idée qu'ils ont raté un examen, ça se base juste sur l'idée qu'eux sont de là-bas et que nous on est d'ici. Donc le procédé d'équivalence des diplômes, c'est un procédé qui doit disparaître, parce que pour le moment il existe uniquement sur base excluante. On veut exclure les gens, c'est pas sur la base de dire je te prends à ce niveau-là et je t'aide à aller à un autre niveau. C'est pas ça, non, c'est sur une base d'exclusion, ok, et c'est sur une base xénophobe et raciale. Et donc ça fait vraiment penser, moi quand j'étais à l'ULB par exemple, à un moment donné j'étais étudiant administrateur, et on a dû réévaluer la liste des pays dont les ressortissants devaient payer un Minerval 4 fois supérieur au Minerval normal. Cette liste elle est faite sur base de quoi? Elle n'est pas faite sur base du fait qu'on prend les pays les plus riches par exemple, ça pourrait être un critère, on pourrait se dire les pays les plus riches ils paient plus cher, comme ça on finance l'université. Non, c'est exactement l'inverse. C'était les anciennes colonies, c'était les pays du tiers-monde, et quand on était issus du Rwanda ou du Congo, on payait 4 fois plus cher que les autres. Mais il n'y a rien qui justifie ça, sinon peut-être les relents de mentalité néocoloniale qui peut-être s'appuient sur l'histoire. Il n'y a rien qui peut justifier ça. Et dans le secteur de la médecine, c'est d'autant plus injustifiable que justement en Belgique, on a besoin de médecins. On n'est même pas dans une situation, quand tu parles du marché du travail, moi je n'aime pas parler seulement du marché du travail, je veux aussi parler de l'ensemble des besoins de la population. Je prends l'exemple de Charleroi. À Charleroi, il y a 10 maisons médicales. 10 maisons médicales qui pratiquent la médecine générale gratuite. Ok, donc Médecine pour le Peuple, qui est une initiative du PTB, qui date déjà depuis 40 ans, fait ça déjà depuis longtemps dans toute la Belgique, mais on n'est pas les seuls. Il y a 10 maisons médicales. Avec les 10 maisons médicales qu'on a, moi j'ai travaillé dans une de ces maisons médicales pendant 2 ans, on est confronté à l'obligation de refuser des patients. Les gens viennent, et on leur dit « Ah, vous êtes déjà inscrit ici ? Non, vous n'êtes pas inscrit ici. Et votre père est inscrit ici ? Non. Ah bah alors, on ne peut pas vous soigner, parce qu'on arrive à une saturation des maisons médicales. La couverture des maisons médicales en termes de soins de première ligne, donc simplement aller chez le généraliste, elle couvre 10% de la population de Charleroi. 10%. Et 90% qui doivent d'abord avoir 20 ou 25 € en poche avant de se faire soigner eux ou leurs enfants. Mais une solution bien simple, si on partait des besoins des gens, ce serait d'accueillir tous ces médecins africains. Et de leur dire, voilà, ouvrez les maisons médicales, on en a besoin. Donc oui, cette question d'équivalence, elle doit disparaître pour 2 raisons. Parce qu'elle est excluante et qu'elle est discriminatoire et xénophobe. Et l'autre raison, parce qu'elle touche des métiers dont les gens ont besoin. Alors on va peut-être pas en retirer beaucoup d'argent, mais on va en retirer beaucoup de satisfaction des besoins des gens. Ok, merci. Monsieur Chauvin. Oui, mais donc en ce qui concerne effectivement l'équivalence, non, mais l'équivalence des diplômes, moi, ma maman l'a vécu. Et donc elle n'a jamais eu son équivalence parce que voilà, elle avait étudié en Pologne. Et il y a 2 problèmes. Il y a effectivement dans certains cas un problème qui est clairement basé sur une protection de marché. Ça c'est quelque chose qui existe. Mais il y a également la crainte et qu'il ne faut pas sous-estimer en termes de type d'enseignement et de qualité d'enseignement. Et là, une manière d'y répondre, c'est clairement l'examen. Mais ce que vous dites, d'avoir les 4 années en une journée, bon, même le meilleur étudiant va avoir des difficultés. Donc, il faut être un tant soit peu réaliste. Donc là, il y a clairement probablement quelque chose à faire, puisque en termes de masse, de volume, je veux dire, même un professionnel, même quelqu'un qui a été diplômé il y a quelques années, qui a un certain nombre d'années de pratique, va avoir des difficultés à repasser l'ensemble des éléments. C'est le problème de tout examen, hein, le meilleur des examens, enfin, on dit souvent, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, le meilleur des examens, c'est effectivement le fonctionnement. Le problème, c'est qu'en médecine, on ne veut pas être le mur s'il est mal bâti ou s'il y a un problème dans la construction. Donc, ça touche effectivement Là, vous prenez une profession peut-être très spécifique, mais à mon avis, en tout cas, il y a des choses à faire, mais pour d'autres disciplines, pour notamment des sciences sociales, là, il y a une réflexion à avoir, mais je comprends. En fait, tout est imposé au niveau de la manière dont est structuré maintenant l'enseignement. Vous avez entendu parler du décret de Bologne, qui est le décret qui structure l'ensemble des études
en Europe. Et là, on a cette barrière, ou en tout cas, on a ce crible, ce filtre du décret de Bologne qu'il faut respecter. Donc, au niveau de l'équivalence, c'est un problème, je ne vais pas débattre plus loin, c'est un problème que je ne connais pas, mais à mon avis, il y a des conditions à voir, enfin les conditions de passage de l'examen très certainement à voir. Et deuxièmement, effectivement, il faut s'assurer que ce ne soit pas un système de protection comme l'ont été les quotas, comme l'est également tout le système d'obtention d'un numéro INAMI, notamment pour les kinés en Belgique. On a connu le cas avec des kinés français et des kinés belges, et le grand succès qu'ont connu les écoles de kinés en Belgique par rapport aux populations françaises, et donc les tentatives de protection qu'il y a pu y avoir sur le marché. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'un débat aussi technique et une question aussi technique que celle que vous posez va pouvoir trouver une réponse ici et maintenant. Par contre, si vous avez des documents ou des éléments à me soumettre, ce sera bien entendu avec plaisir. Merci en tout cas de la question. Oui, pour avancer, parce que avec 2 heures, on doit... depuis cette question. Voilà, je voulais un peu répondre. Mais excusez, c'est juste une minute, parce que il y a Geneviève qui me demande la parole depuis longtemps et je n'ai pas pu. Et ici, on doit quitter la salle à... Ah oui, on les avait laissés. Laissez-moi répondre. Oui, une minute, s'il vous plaît. Je vais répondre à la question. Oui. Voilà, première chose qu'il doit d'abord faire savoir à madame, d'abord, voilà, je n'avais pas dit que quand on est médecin, ingénieur, il n'y a pas de racisme. Je n'ai pas dit ça. J'avais dit que la formation, les études, c'est un vecteur d'intégration et l'ascenseur social. C'est là que j'ai essayé de focaliser. Je n'ai pas dit que quand on a telle qualification, les racismes n'existent plus. Je n'ai pas dit ça. Je vais vous donner l'exemple de mon épouse qui est comptable, mais qui ne travaille pas comme comptable. Moi-même aussi, la qualification que j'ai, je travaille comme éducateur. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, par rapport à cette question pour le problème de reconnaissance des diplômes. Moi, personnellement, à notre époque, quand on avait terminé les études, au Congo, on avait les mêmes programmes que la Belgique. On avait une coopération entre la Belgique et le Congo à l'époque, je parle de l'époque, et ça a évolué. Les programmes étaient vraiment les mêmes au niveau formation. Et quand on venait étudier ici, moi je me souviens quand je venais étudier ici, mon diplôme qui était envoyé ici, j'avais automatiquement l'équivalence avant même que j'arrive ici. Ça a évolué. Et les grands problèmes, je crois que c'est ici, ils se basent, les problèmes, comme certains l'ont évoqué, c'est de fermer un peu leur marché d'emploi, mais aussi tout ce qui est technique, tout ce qui est médical, qui touche à l'être directement, là, il y a de protection. Et puis, je ne dirais pas que, personnellement, d'être objectif, je ne dirais pas que c'est faux. Je crois que quelque part, ils doivent se poser la question, est-ce que cette formation, il faut même vérifier un peu la formation de la personne, au niveau médical, hein, surtout. Tout ce qui est sciences humaines, moi j'ai inscrit un neveu il y a 2 ans en droit, il a eu sa licence à Kinshasa, il était en 3e cycle sans problème, à Saint-Louis, sans problème. Il a eu son diplôme, sans problème, à Saint-Louis, il faisait une maîtrise, un master, sans problème. Mais en médecine, bon, je crois que c'est là que ça pose des problèmes. Je crois que ce que nous pouvons faire, comme concrètement, nous politiciens, d'abord, au niveau aussi des pays d'origine aussi, nos pays africains aussi, au niveau diplomatique, c'est un problème qui est d'abord de vraiment négocier ça. Comment est-ce que nos diplômés, quand ils arrivent chez vous, leurs diplômes, vous ne voulez pas les reconnaître? Ça, c'est d'abord au niveau diplomatique. Ça aussi, une chose. Parce qu'on m'a demandé ici, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils forment des gens. Mais il y a des coopérations entre les pays. Mais dis, mais comment? Nous sommes en coopération avec vous au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement. Alors, nos gens que nous formons, ils ont passé 7 ans de médecine chez nous. Ils arrivent chez vous, vous dites, voilà, ils n'ont pas la qualification. Mais alors, où est la vraie coopération? C'est ça le problème. Et nous, ici, en tant que politiciens, moi, je pense que si, en plus de ça, nous avons aussi des élus, je crois que c'est aussi des sujets qu'il faut vraiment essayer de frapper très fort. Frapper très fort. Écoutez, les Africains qui viennent ici, quelque part, ils subissent la discrimination. Nous souhaiterions aussi de revoir ces décisions-là, de trouver d'autres portes de sortie pour ces étudiants-là. Et aussi condamner la façon dont ils sont interrogés. C'est inhumain. On ne peut pas accepter ça. Ce sont des choses qu'il faut dénoncer, dire écoutez, il faut d'abord définir clairement quel type d'examen ils vont passer et étaler ça pendant quelques jours.
Comme ça, si ceux qui ont les qualifications peuvent essayer de passer l'examen dans des conditions convenables. Voilà. La dernière question, puis Guillaume, la dernière question, parce que finalement, Moi, je voudrais avoir une question. Je vais essayer d'être très brève. Je voudrais lancer une sollicitation personnelle et faire part d'une préoccupation à l'ensemble du panel. La sollicitation, c'est auprès de M. De Villers, M. Lecherin. Sans vous forcer la main, est-ce que vous accepteriez de me recevoir en audience avec une personne pour m'aviser au rendez-vous, en rencard, tout ce que vous voulez. C'est le roi qui reçoit en audience, c'est pas des gens. Pas de souci. Excusez-moi de la terminologie mal choisie, mais enfin, vous m'avez comprise. Nous recevoir avec une personne en particulier pour nous aviser un petit peu de ce que vous entendez par immigration intelligente. Je côtoie régulièrement des personnes qui sont en cours de régularisation et qui, à mon humble avis, devraient vraiment rester sur le sol belge pour nous apporter toute leur plus-value. Mais en l'occurrence, une personne qui pourrait, à mon avis, être nettement plus légitime que moi pour résider sur le sol belge, si on creuse l'origine, etc. J'ai des origines espagnoles, enfin soit, mais qui a toute la légitimité pour y être de manière très intelligente et qui a tous les éléments qui, pour moi, sont incontestables pour nécessiter son établissement ici. Et donc, je ne comprends pas. Donc, j'aimerais vraiment que vous nous avisiez, que vous nous éclairiez sur cet élément. Mais c'est pas un grand honneur, c'est normal qu'on puisse se rencontrer. Ok, voilà. Je reste après. Et puis ma préoccupation, c'est que, évidemment, je crois que c'est une considération plus générale. J'ai peur du pouvoir et de l'accès au pouvoir. Je crois que ça nuit, c'est assez nocif à l'humain en général. Je pense qu'il y en a qui sont plus solides que d'autres, mais je crois que c'est quelque chose de terrible. C'est une maladie terrible qui pousse à certaines dérives. Et j'ai malheureusement un petit raccourci qui me vient en tête, c'est par rapport au racisme ou au conflit interethnique. Je citerai, mais c'est très raccourci, ça mériterait des nuances, mais le Rwanda, le Burundi, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, qui étaient, selon ma perception, des endroits de cohésion sociale exemplaires. Et j'ai l'impression que le racisme est parfois généré par une instrumentalisation du pouvoir économique, politique ou autre. Et donc, j'ai quelque part, je suis un peu parano, mais j'ai un peu peur du pouvoir auquel vous allez accéder potentiellement. Et qu'est-ce qui me garantit que vous ne tomberez pas malade de cette fameuse fâcheuse maladie? Je pense que c'est une question à méditer profondément, peut-être pour les jours à venir. Guillaume et puis Toussaint, mais comme ça ils répondront à la question qui les interpelle. Oui, très brièvement. Je vais poser légèrement le cadre. C'est-à-dire, moi, on travaille nous sommes du milieu associatif, on travaille avec énormément de jeunes d'origine étrangère qui sont complètement démotivés. Parce que les jeunes d'origine étrangère manquent de modèles, que ce soit au niveau télévisuel, que ce soit au niveau politique. Donc, je vais être concret. En dehors du PTB qui a eu cette proposition de quota, je veux savoir ce que vos partis pensent pour mettre en place une solution qui permettrait au paysage multiculturel, on veut le dire comme on veut, de la Belgique, d'être représenté, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau sportif. Je veux que chacun, dans son parti, enfin chaque représentant de parti ici, nous dise ce qu'ils veulent ou qu'ils peuvent mettre en place, parce que nos jeunes sont complètement démotivés. On se retrouve avec des jeunes intelligents qui sont obligés de faire des formations d'aides-soignants, d'infirmières, parce que le pain, il est à ce niveau-là. Il n'y a aucun modèle au niveau politique, il n'y a aucun modèle, enfin quand je parle de modèle, je dis c'est personne qui les ressemble au niveau politique, au niveau économique, même au niveau télévisuel. Je vais avoir votre avis dessus. Merci. Sans nécessairement anticiper sur les réponses, je pense qu'il y a des éléments de réponse qui ont été donnés. Je ne sais pas si, Guillaume, tu n'étais pas là depuis le début, à mon avis. Il a raison. Non. Il n'y a que moi. La seule solution pour moi qui a été apportée, c'est celle du PTB. Les autres, je n'ai rien suivi du tout. Ah, oui, bon, c'est ça, dans ce sens-là. Et je crois que je vais continuer dans le même lancer que lui. On parle de jeunes qui sont complètement
comment dirais-je, déçus. Mais moi, je parlerai tous ces jeunes, en général, et en particulier ceux venus de l'Afrique, qui sont en errance ici à Charleroi. Il fait froid, il neige, il pleut, ils sont dans la rue. Jadis, je crois que Janvier peut être avec moi. Nous avons un lieu comme le KCA qui nous accueillait quand nous étions jeunes ici, au début des années 70, quand nous sommes arrivés. Nous n'étions pas dans la rue, nous étions au KCA, où, même si on n'y habitait pas, on profitait du chauffage. De deux, nous avions Interculture, je crois que tu te souviens, Janvier, qui était ici à la rue de Chavannes, où il y avait une bibliothèque, il y avait toutes sortes de jeux, il y avait de la musique, et on pouvait participer à toutes sortes de choses pour lesquelles, même si on était en décrochage scolaire pour des raisons multiples, on pouvait nous récupérer pour la simple raison que on pouvait nous assister à l'une ou l'autre chose. Mais aujourd'hui, vous qui vous représentez, ou vous qui êtes à la commune, qu'est-ce que vous nous suggérez par rapport à tous ces jeunes qui sont en errance et qui sont aussi déçus et ils ne savent pas où aller, que faire? Voilà un peu ma question, quoi. Voilà, on termine effectivement par la question de l'avenir des jeunes, ça c'est très important. Je sais pas, une dernière observation, c'était la même chose. Oui, c'est une observation, pas une question. Ah bon, ça va. Une observation. Juste aussi rebondir sur l'immigration choisie. Et vous avez parlé tout à l'heure, je parle de M. De Villers, de la secrétaire d'État, Maggie de Bloch. Moi, je travaille dans l'administration. Et donc, mon administration reçoit des instructions du cabinet, notamment de Maggie de Bloch. Alors, depuis l'arrivée de Maggie de Bloch, enfin, avec l'arrivée de Maggie de Bloch, un protocole d'accord a été conclu entre l'administration dans laquelle je travaille et d'autres administrations. Ce protocole d'accord prévoit, et je travaille dans le secteur mineur étranger non accompagné, que pour qu'un jeune puisse être accueilli dans un centre, un jeune mineur, qu'il accepte de se présenter à l'Office des étrangers pour se faire enregistrer. Et donc, ce qui signifie que lorsque ce jeune arrive sur le territoire non européen, qu'il est signalé par une association ou autre auprès des pouvoirs publics, la question est posée au jeune: est-ce que tu souhaites, est-ce que tu acceptes de te présenter à l'Office des étrangers pour te faire enregistrer? Si le jeune répond non, l'accueil s'arrête. Et donc, il n'y a pas d'orientation vers un centre. Et donc, ces jeunes mineurs restent à la rue. Et ça, c'est, pour moi, une application concrète de l'immigration choisie par la secrétaire d'État Maggie de Bloch. Je ne vais pas citer mon service, demain je serai au bureau, mais c'est une application concrète. Et les conséquences, notamment de ça, outre les conséquences qui sont inhumaines, donc ça veut dire que des enfants restent à la rue, c'est que ces chiffres ne ressortent pas, nulle part. Vous allez trouver ces chiffres. Les administrations dans lesquelles je travaille ne sont pas capables de sortir des statistiques correctes non plus par rapport à ces chiffres. Donc on ne sait pas le nombre de personnes, le nombre de jeunes qui sont en fait non orientés vers un centre, est-ce qu'ils ont refusé l'accueil, est-ce qu'ils ont, on n'en sait rien. Voilà, ça c'était un exemple de l'immigration choisie de Maggie de Bloch. Voilà, merci. On continue les questions, les interventions du public. Maintenant, je demande à Emmanuel, est-ce qu'on a encore du temps? Parce que... Oui, il faut qu'on termine, oui. On a encore un peu de... Oui, on a Charleroi. Bon. S'il y a une autre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit par les quatre derniers intervenants, comme ça on termine, parce que évidemment... Oui. Il faut savoir qu'au CDH, puisque tu poses la question, nous poussons énormément le milieu associatif. Nous travaillons énormément avec le milieu associatif. D'accord. D'ailleurs, bon, ce n'est pas un secret, lorsque tu prétends militer, tu prétends avoir des responsabilités au sein du CDH, c'est la première question qu'on te pose. Donc, on travaille énormément avec le milieu associatif. Donc, nous pensons que le milieu associatif peut et doit, dans la mesure et ses moyens évidemment, essayer d'aider ces jeunes. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? On ne dit pas qu'on ne doit rien faire. Nous pensons que, comme je disais tout à l'heure, peut-être que je n'étais pas là, la formation concerne tout le monde. On doit laisser personne sur le bord de la route. C'est le progrès pour tous et par tous. D'accord? Donc, si maintenant vous me dites que
le jeune est en décrochage scolaire, comme j'ai entendu, ce n'est bon ni pour le jeune d'origine étrangère, ni pour le jeune d'origine pas étrangère. D'accord? Donc, ce décrochage scolaire-là, moi je le connais à Fleurus, je le connais, donc ça perturbe les enfants, quels qu'ils soient. Et c'est là que nous, on se bat, pour qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire, pour que les enfants n'entendent pas dire « oui, toi tu n'es pas bon ». Non, tout le monde a quelque chose à apporter, quelles que soient ses origines. Et nous, on se bat au niveau du décrochage scolaire, pour que l'enseignement soit de qualité, pour que les enseignants aient le nécessaire pour travailler. Ce n'est pas facile par les temps du cours. Maintenant, si maintenant l'enfant est quand même en décrochage scolaire, et là c'est vrai, nous comptons beaucoup sur les associations que nous soutenons énormément. C'est comme ça que nous fonctionnons. Alors, maintenant, est-ce que nous allons faire passer d'autres règles, d'autres lois pour les enfants en décrochage scolaire? C'est peut-être l'avenir, mais nous n'acceptons pas le décrochage scolaire. Nous ne l'acceptons pas. Et je pense qu'à ce moment-là, on devrait pouvoir dire, voilà, cet enfant en décrochage scolaire, quelles sont les autres structures? Et ces structures existent. Hein, quel que soit son âge, il peut aller dans un niveau inférieur où il peut faire quelque chose, ou à un niveau qui l'intéresse. Donc je ne pense pas que le fait qu'il soit dans la rue soit quelque chose qu'on doit autoriser. Voilà ma position. Donc, oui. À la question de savoir, est-ce que vous êtes pour les quotas ou pas? Est-ce que vous avez une solution pour que l'image que représente la politique, l'économie ou le sportif soit l'image de la multiculturalité de la Belgique? C'est ce que moi je veux savoir. Alors, est-ce que nous ne sommes pas pour les quotas? Nous ne sommes pas pour cela. Parce que nous pensons que ça peut donner, ça peut évoluer dans le temps, mais pour l'instant, ça peut donner une autre image. Je me souviens d'une réunion, il y a une dame qui s'est levée en disant que son voisin avait eu un appartement avec 3 ou 4 chambres, etc. Bref, elle a été excédée. Pourquoi? Parce que son voisin, bon, j'ai compris qu'il n'était pas, avait reçu cet appartement. Elle était tellement énervée qu'elle n'a pas pu expliquer pourquoi c'était mauvais. C'est énervé. Je pense que la politique de quotas, en ce qui nous concerne, ne serait pas, à mon avis, un bon signal. Moi, je suis plutôt pour ceci. C'est que les partis, pour le CDH le fait d'ailleurs, que ce soit à Charleroi ou à Bruxelles, c'est bien connu, encouragent les gens qu'ils estiment compétents, sans distinction quelconque, pour que l'exemple qui est autrement plus efficace dont tu parlais puisse commencer à s'appliquer. Hein, nous savons ici, par exemple, quand nous travaillons ici à Charleroi, il y a des noms d'hommes politiques, d'hommes d'associations, que l'on aussi, qui sont de Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'ils ont percé ce qu'on appelle le plafond de verre. Nous pensons plutôt qu'il faut encourager les gens à percer ce plafond de verre, par leur simple compétence. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Ce n'est pas facile. Mais nous pensons qu'avec l'aide que nous apportons, déjà au niveau de la formation et au niveau des associations, c'est quelque chose qui est faisable. Et nous allons y arriver. Ok, merci. Je vais répondre à 2 questions en vitesse. Pour la jeunesse, par exemple, les maisons de jeunes, je crois que la ville a commencé ce travail de faire des maisons de jeunes. Mais est-ce que les maisons de jeunes spécifiques pour Africains seraient un bon signal? Je pense que les associations devraient peut-être œuvrer dans l'autre sens. Parce que le stigmate pourrait être prolongé. Bon, mais à propos des quotas, moi je pense pour une discrimination positive. Ce n'est pas vraiment des quotas en tant que tel. D'autres pourront appeler ça quota, d'autre part, je pense que comme on a fait avec l'égalité entre certains groupes cibles, les groupes qui étaient discriminés, par exemple les femmes, on a à un moment donné imposé certaines mesures qui pourraient amener à ce que la société soit reflétée de la même façon.
Donc une discrimination positive serait, parce que quota c'est un peu bestial à mon sens, hein. Je dirais discrimination, rééquilibrage. Donc celui qui, comment on peut mettre une béquille à quelqu'un qui boite, je pense que quelqu'un qui est en souffrance doit avoir une aide plus accrue que quelqu'un. On ne pourrait quand même pas donner la bourse à quelqu'un dont le père gagne 20 000 € le mois. Et quelqu'un qui est